voir chaque fois l'homme blanc de 40 ans, de copinage, où ils se connaissent tous entre eux, ça me révulse. Parfois, je pense qu'on est aussi toujours ensemble dans la vie privée parce qu'on travaille ensemble et qu'on est ensemble au bureau. La valeur, c'est ça, c'est pas seulement gagner plus d'argent, Non, c'est dire mon travail a de la valeur. c'est se sentir valorisé. Ouais. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Girl Squad, ta nouvelle émission favorite qui parle entrepreneuriat vu et vécu par les femmes. Dis-nous en commentaire ce que tu penses des vidéos, des personnes que tu aimerais voir sur le plateau, des sujets que tu aimerais qu'on aborde, on lit tout. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler d'une thématique qui finalement fonctionne à peu près dans tous les business, puisqu'on va parler du fait de fixer sa valeur. Alors fixer sa valeur en tant que personne, en tant que travailleur, qu'on soit entrepreneur ou salarié d'ailleurs, mais aussi fixer la valeur de son produit. Comment se positionner dans le marché? Est-ce que le prix, la valeur, comment est-ce qu'on combine ces deux éléments? Voilà, c'est vraiment une thématique assez large et qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes, à beaucoup de business, à toutes celles qui veulent se lancer. Donc voilà, on va explorer tout ça avec vous deux, puisqu'on a avec nous Candice. Bonjour Candice. Bonjour. Alors toi, aujourd'hui, tu es à la tête de Give Me Five, Tout à fait. qui s'appelait avant Price Impact. tout à Voilà. fait. Et puis on a avec nous Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Coucou. Toi, tu es spécialiste HR et tu as fondé Gentis Recrutement. Exact. On va comme d'habitude parler un petit peu de vos parcours d'abord, savoir ce qui vous a amené là, quel a été le chemin pour en arriver aujourd'hui aux startups que vous avez fondées et ce qui vous a motivé à faire ça. On va commencer avec toi, Candice. Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis tombée là-dedans un peu par hasard, on va dire. Je ne pense pas que j'étais prédestinée à monter spécialement ma société et encore moins une boîte produit dans le monde tech. J'ai fait l'IEX, donc une école de communication où on touche un peu avec tous les médias. Ma passion, c'était vraiment la danse et la gym, donc absolument rien à voir. Et donc mon rêve à tout prix, c'était de trouver un métier qui me permettait de combiner à la fois ma passion et ce que j'avais appris à l'école. Et du coup, après mes études, en fait, j'ai commencé à travailler dans un label musical. C'était top. Et un jour, j'ai rencontré un homme qui avait beaucoup d'idées, un peu trop d'idées, et qui avait surtout un projet fou de monter un projet parce qu'il voulait avoir un impact dans la vie d'agent. Et là-dessus, on se retrouve quand même pas mal, on partage quand même pas mal de valeurs en commun. Et du coup, c'est comme ça que cette aventure a commencé. Donc lui, il avait une expertise à la base vraiment basée sur le pricing, les stratégies de tarification, etc. Alors, chose qui n'était absolument pas du tout mon domaine, tout ce que je déteste. Et moi, j'adore par contre l'aspect tool, automatisation, produits. J'adore découvrir des nouveaux logiciels. C'est vraiment mon dada. Et donc, en fait, lui, il avait tout ce knowledge et ces connaissances d'expert pricing, on va dire. C'est un ingénieur. Et donc, petit à petit, ça a commencé sur des discussions de coin de table. Je fais ça pour ce client et tout. Et en fait, je me rends compte que j'utilise la même technique pour d'autres clients. Est-ce qu'il y aurait moyen, du coup, d'en faire un produit pour pas à chaque fois recommencer à zéro et refaire tous les process? Donc voilà, c'est comme ça qu'on a monté d'abord Price Impact, qui est maintenant devenu Give Me Five. Et moi, j'avais d'abord un premier rôle de plutôt COO, donc chargé des opérations, parce que justement, j'aime bien tout ce qui est process, opération, gestion du temps, etc. Et donc, j'ai d'abord pris ce rôle-là. Et puis, au fur et à mesure qu'on a développé l'outil, c'est quelque chose en fait que j'ai adoré. J'ai pas du tout suivi de formation en particulier pour être product owner ou chief product officer ou tous les nouveaux termes un peu à la mode qu'on entend à l'heure actuelle, mais je pense qu'avec une bonne dose de curiosité, si on aime bien lire, si on est bien entouré par une équipe, j'ai commencé à vraiment apprendre sur le sujet. Et c'est comme ça qu'on a développé Give Me Five et c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. T'es pas la première sur ce vrai plateau à venir effectivement avec un parcours comme ça où déjà l'entrepreneuriat c'était pas
quelque chose C'était pas qui te une faisait vocation de particulièrement base. rêver. Voilà, c'est Exactement. ça. T'as pas fait tes études Non, pas dans du tout. cette idée-là. Non. Et puis aussi, maintenant, tu es dans un secteur pour lequel tu n'avais pas de connaissances préalables. Exactement. Mais tout ça, ça se construit, quoi. Voilà, ça se construit. Je pense qu'à partir du moment où on a un réseau bien fait, qu'on est curieux, on peut apprendre plein de choses de soi aussi, être entouré des bonnes personnes. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec pas mal de coachs, pas mal de mentors, etc. Et puis, je pense l'équipe, on va certainement en parler tout au long du podcast, mais je pense qu'à partir du moment où on est bien entouré, qu'on a une bonne équipe, on peut vraiment monter n'importe quel projet. Et tant que l'envie, la motivation y est, le courage, c'est parti. Ta boîte, elle a quelque chose de particulier que tu partages aussi avec Stéphanie, puisque tu travailles avec ton compagnon. Oui, ton mari, c'est vrai. Mon compagnon, le papa de mes enfants. Nous ne sommes pas mariés, mais... oui, tout à fait, c'est vrai. J'ai appris ça récemment, du coup, via un petit post LinkedIn que c'était le cas pour Stéphanie. Il a marqué les esprits, celui-là. Voilà. Et c'est facile, compliqué comment est-ce que on vous pourra, voyez ça? on pourra en discuter. C'est un bon sujet, ça. C'est un très bon sujet à part entière, à mon avis. Alors moi, j'y vois beaucoup de positifs. Il y a plein de gens qui me disent « Mais t'es complètement dingue, comment tu peux partager avec ton conjoint ?» Je suppose que tu dois avoir les mêmes réflexions. Exact. Alors moi, je pense que c'est une grande force, et tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue privé. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Tu peux pas dire ce que je vais dire dans les prochaines phrases », mais c'est parfois je pense qu'on est aussi toujours ensemble dans la vie privée parce qu'on travaille ensemble et qu'on est ensemble au bureau. Parce que, en fait, je pense que si on n'était pas ensemble dans ce projet, on ne pourrait pas comprendre l'un l'autre tout le temps, la motivation, le dévouement qu'on met dans notre boulot. Je pense qu'il y aurait peut-être un décalage et il pourrait y avoir des discussions du style « Mais enfin, nous, on est ta famille, c'est quand même plus important que le boulot. » En fait, on n'a pas ce genre de discussion parce qu'on partage les mêmes priorités et nous, toute notre vie ne tourne pas autour du boulot. Bon, en grande partie, mais on a aussi des enfants, on passe beaucoup de temps avec eux, etc. Mais moi, je pense que travailler ensemble, ça fait partie de nos forces. Et vraiment, dans le boulot, en plus, on est deux personnes qui fonctionnent de manière totalement opposée. On n'a pas du tout les mêmes qualités. Et je pense que ça fait notre force d'avoir trouvé un peu un binôme différent au boulot et en même temps aligné sur toute une série de valeurs. Je pense que ça fait notre force tant au boulot que à la maison. Après, c'est sûr que ça a son lot de challenges, ça a son lot de rebondissements. Puis moi, j'ai aussi eu beaucoup, au début en tout cas de la société, un peu peur de cet aspect-là, mais c'est la femme et du coup, voilà, donc il y a un peu aussi au début ce complexe-là qui, en fait, une fois que tu as fait tes preuves, il disparaît complètement et là, j'ai tout à fait ma place dans la société et tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait un petit peu aussi ce sentiment un peu d'infériorité parce que c'était plus son domaine à lui, du coup, implicitement dans la tête des gens, c'était plus Laurent David que moi, mais là, maintenant, vraiment, avec Give Me Five, c'est plus du tout la même dynamique d'un point de vue surtout extérieur. Parce qu'en interne, ça a toujours été la même chose, mais c'est plus le point de vue extérieur, souvent, qu'il faut un peu challenger, on va dire. Tu nous parles un petit peu plus de l'outil en tant que tel, du produit? Avec plaisir. Donc, Give Me Five, c'est une solution qui est destinée pour les boîtes B2B, donc business to business, c'est pas pour du B2C. Et en fait, ça permet aux clients, donc aux sociétés qui achètent, d'avoir une nouvelle expérience d'achat client. Donc, ça peut paraître un peu confusing comme ça. Mais donc, comme vous l'imaginez dans le B2C, vous voulez acheter une voiture ou une cuisine, vous pouvez tout configurer par vous-même. Mais à l'heure actuelle, en B2B, quand on veut acheter des services ou un software, on n'a pas encore vraiment ces flexibilités ou on n'a pas d'outils qui nous permettent vraiment de configurer l'offre parfaite qui correspond exactement aux besoins que j'ai. Et comme dans notre vie de tous les jours, même pour une société, on n'a pas envie de payer pour des choses qu'on ne va pas utiliser, on n'a pas envie de payer pour des services dont on n'a pas besoin. Donc l'objectif de Give Me Five, c'est de permettre au B2B de proposer des offres qui correspondent exactement aux besoins des clients. Donc ça permet d'améliorer l'expérience d'achat de nos potentiels prospects ou clients. Et à l'inverse, ça permet justement aussi de mesurer la valeur perçue qu'ont nos potentiels clients et de travailler là-dessus pour
sur un autre stream, du coup, travailler sur ces stratégies de packaging, de prix, mesurer qu'est-ce qui fait waouh aux yeux de mon prospect ou pas, qu'est-ce que je devrais peut-être mettre plus en avant dans ma communication ou dans mon offre, quel service je devrais activer ou non dans ce pack, etc. etc. Donc, du coup, ça recoupe un peu le thème aussi du podcast. C'est un outil vraiment basé sur la valeur perçue des services ou du produit qu'on peut proposer. C'est ça, il y a la première utilité pour le client qui est je fais l'offre dont j'ai besoin, mais après il y a la possibilité pour la boîte de prendre le recul, de pouvoir analyser tout ça. Complètement. Puis d'un point de vue plus terre à terre, il y a plein de gros avantages à l'outil, c'est qu'on peut configurer des offres très complexes de manière très simple en quelques clics parce que tout a été paramétré en amont et ça fonctionne vraiment comme on active, désactive certains services, etc. Donc, et c'est intégré au CRM, donc les softwares qui permettent de gérer les comptes clients, les potentielles transactions, etc. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Mais donc, oui, non, c'est un outil qui permet aux équipes commerciales sur le terrain d'être vraiment beaucoup plus efficaces et rapides et du coup réactifs aussi dès qu'il y a une demande entrante d'une nouvelle offre et qui permet de faire des follow-up de manière beaucoup plus précise parce qu'en fait, on sait du coup mesurer qu'est-ce qui est intéressant ou pas pour le client et du coup, on peut plus aller pousser sur ce qu'on a compris qui était intéressant pour le prospect. Parfait, merci. Avec plaisir. Stéphanie, dis-nous un peu, parle-nous de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui avec Gentis. Parcours. Alors là, pour le coup, par contre, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs et je pense que à la naissance, on a fait mon thème astral et et on m'a dit que donc c'était écrit que je serais une justicière et je pense que c'est vraiment resté toute ma vie. Ça restera toute ma vie dans mon ADN. Donc au début, je veux faire des études de droit. Pour être très clair, la théorie et moi, ça n'allait pas trop. Donc, je fais une année de droit dans laquelle je me plante royalement. Mais j'ai toujours cette envie, forcément, de vouloir défendre un peu la veuve et l'orphelin. Je pars à l'e-shake. Donc là, je réalise des études. Ensuite, je vais encore rajouter un master en RH une fois que j'aurai commencé dans le recrutement. Et en fait, tout bêtement, je vois un film sur les chasseurs de tête et je me dis mais en fait c'est vraiment ça que je veux faire, je trouve ça génial et donc très vite je postule dans un cabinet de recrutement anglo-saxon et c'est là où je vais faire toutes mes armes, ça va être la meilleure école de vie pour moi, je vais passer 4 années incroyables, blabla, mais à un moment donné se pose la question du sens puisque il faut revenir 12 ans en arrière. Toute l'équipe de management, toute la direction était 100% masculine. Et je me rends compte à un moment donné que j'atteins un certain niveau, que je ne vais pas forcément pouvoir encore monter. Et d'autre part, je me retrouve à la tête d'une équipe de 15 personnes. Et la façon dont on doit former ces 15 personnes ne sont plus du tout en ligne avec mes valeurs et ce qu'on veut véhiculer. Donc du coup, très rapidement, un autre manager qui travaille également dans ce cabinet, plus 2 de mes juniors, à 4, on va commencer à réfléchir à autre chose, à une vision un petit peu plus humaine. Et c'est comme ça que Gentis, qui veut dire l'humain en latin, prend forme et va naître à ce moment-là, en avril 2011. Quoi. Donc on commence à 4, agence de recrutement, qui se veut à la fois innovante et éthique. Et aujourd'hui, Gentis représente donc 7 bureaux sur 4 continents, 480 collaborateurs spécialisés dans les secteurs IT, construction, ingénierie, finance, en gros les métiers du STEM plus particulièrement. Et à cela, on va rajouter la digitalisation avec notre autre boîte qui s'appelle Weekly, dans lequel on va automatiser, commencer à mettre des process autour de la marque employeur pour aider nos clients à digitaliser tout leur processus de recrutement, quoi. Tu l'as dit, voilà. Il y avait une recherche de sens, une volonté d'être en adéquation avec tes valeurs dans la création de l'entreprise. De quelles valeurs tu parlais exactement? Qu'est-ce que tu as changé comme façon de travailler par rapport peut-être au cabinet de recrutement plus classique? Disons qu'avant tout, c'est un positionnement qui va être beaucoup plus qualitatif.
un positionnement qui va se faire sur du long terme. Typiquement, une entreprise, quand elle veut engager quelqu'un, elle va te dire ok, envoie-moi 3 CV le plus vite possible. Là, typiquement, c'est le moment où Gentis va dire non, on va attendre. Qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu cherches? Et aujourd'hui, on le sait, les soft skills sont bien plus importants que les techniques. Donc du coup, on va aussi regarder la personnalité, l'environnement, et on va vraiment aller faire un deep dive dans l'entreprise pour comprendre exactement ce qu'ils recherchent, et aussi les challenger sur différents critères, dont la diversité et l'inclusion, qui sera dès le début, on ne l'appelle pas comme ça à ce moment-là, mais qui sera dès le début notre grand cheval de bataille au quotidien. Comme je l'expliquais l'autre fois à Thierry Huard, créer une entreprise avec 2 Arabes, une femme et un petit Belge, ça met directement le setting de scene, quoi. Ça met directement la scène sur quelles vont être nos valeurs et ce qu'on va vouloir prôner auprès des entreprises et des candidats, quoi. Et tu l'appliques aussi, du coup, dans ta boîte, puisque tu l'as dit, vous êtes bien développé, vous avez des bureaux un petit peu partout, et donc là aussi, c'est le premier laboratoire. On l'applique complètement. Donc aujourd'hui, Gentis représente 42 nationalités, toute origine confondue, une parité homme-femme, voire un peu plus de femmes, tout type de religion. On fête toutes les fêtes religieuses chez nous, typiquement. On aime bien faire la fête chez nous. Et donc, du coup, on laisse une liberté, une autonomie totale. On respecte les valeurs de chacun et on forme également nos équipes à respecter ces valeurs. Parce que moi, honnêtement, encore hier, j'étais à un événement d'entrepreneuriat, voir chaque fois l'homme blanc de 40 ans, de copinage, où ils se connaissent tous entre eux, ça me révulse. Et je dois me forcer à aller dans ce genre d'événement où les 2 seules femmes qui se trouvaient dans la salle sont les 2 seules femmes dont on parle tout le temps en Belgique dans le monde de l'entrepreneuriat. Et j'en parlais avec mon mari hier, qui était également le seul arabe de la salle, où on se disait, mais c'est quand même triste, et qui me disait, on se disait, mais c'est aussi pour ça qu'on doit se battre, on doit être présent dans ce genre d'événement, parce qu'on doit faire bouger les choses. Mais ça reste quand même, on va pas se mentir, un environnement très, très... Voilà. C'est un peu... Ça doit être à double sens, sinon ça fonctionnera pas. C'est clair que ceux qui y sont arrivés doivent porter un message, et en même temps, c'est lourd quand même de devoir être porte-voix, etc. Et en même temps, si on ne fait pas de la place, si les entre-soi n'ont pas une réflexion là-dessus, on n'y arrivera jamais non plus. On n'y arrivera jamais. Donc c'est pour ça qu'on se force, entre guillemets, à être présent. Et après, on passe une très bonne soirée. Mais bon, voilà. Il faut passer le premier cap où tu vois que tout le monde se connaît. Et reste très fort entre eux. Et voilà, voilà. Fait bouger les choses, quoi. On va peut-être en venir à notre thématique, donc autour de la valeur, que ce soit d'une personne, d'un produit. Voilà, j'imagine que quand toi tu travailles avec les entreprises, la question du salaire, elle doit venir très très vite et elle est très impactante sur ce qu'on va pouvoir attirer comme talent. Donc voilà, comment est-ce qu'on travaille ces questions-là ? J'imagine les entreprises, elles sont prises un peu entre 2 feux, donc j'ai besoin que ça me coûte pas trop cher et en même temps j'ai besoin de recruter quelqu'un d'un certain niveau et qui aura envie de rester chez moi. Comment est-ce qu'on conjugue un peu ces deux... Alors, je vais te donner un exemple très simple que je donne très très régulièrement aux clients et aux candidats. Il y en a qui vont chez Quick, je peux dire des marques. Il y en a qui vont aller dans des fast-food, il y en a qui vont aller dans des restaurants 5 étoiles. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu cherches en fait ? Et au plus tu vas savoir ce que tu cherches, au plus tu vas pouvoir positionner une valeur. Dans les salaires, par exemple, il y a des benchmarks très très clairs en Belgique. On sait aujourd'hui, un développeur, on connaît son salaire moyen, on sait quel est le package qu'on peut offrir. C'est à toi de savoir où tu veux te positionner sur le marché, parce qu'il y a toujours des entreprises qui vont essayer de faire des filous en se disant je vais proposer un peu moins, ça va passer crème. Aujourd'hui ça passe plus en fait, parce que le candidat va arriver, il aura 4 offres sur la table de 4 boîtes différentes et il va vouloir se sentir respecté en termes de valeur pour le salaire, quoi. Donc, c'est là qu'on voit directement le lien, parce que tu dis être respecté par rapport au salaire. La valeur, c'est ça, c'est pas seulement gagner plus d'argent, non, c'est dire mon travail a de la valeur. C'est se sentir valorisé. C'est exactement ça. Et donc ça, j'imagine, c'est aussi un conseil pour ceux qui sont plutôt de l'autre côté, qui cherchent donc un job. Accepter un job qui peut-être est moins bien payé, mais où j'ai l'impression que je vais avoir plus de défis à relever, etc. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Comment est-ce que...
C'est très difficile à répondre, mais je dirais que ça peut générer toute une série de frustrations à l'avenir qu'il vaudrait mieux éviter pour l'un comme pour l'autre. Si tu n'es pas d'accord avec le salaire qu'on t'a proposé, mais tu vas quand même l'accepter à un moment donné parce que il faut bien que tu aies un salaire qui rentre, avec toute une série de rôles et de responsabilités et de tâches, tu risques au bout d'un moment d'être frustré, de ne pas te sentir bien, de commencer à postuler ailleurs. Et en gros, tu perds, l'entreprise perd, tout le monde a perdu. Et en plus, on a perdu du temps, quoi. Donc là, c'est... Ouais. Parce que tu disais, il existe des benchmarks. Donc, Ouais. comme chercheur d'emploi, pour le dire comme ça, on peut savoir où se situe finalement l'offre de salaire qu'on me fait. Dans les boîtes, c'est pas toujours la même chose non plus. La transparence sur les salaires dans les boîtes, alors ça dépend, il y a des cultures d'entreprise très différentes là-dedans, mais ça peut aussi être une frustration énorme de se rendre compte que voilà, moi comme femme, j'ai été engagée à ce poste à responsabilité et que mon collègue qui est mon N-1, en fait, il gagne autant, voire plus que moi. Donc voilà, là aussi, il y a peut-être quelque chose à changer dans les cultures. Il y a définitivement quelque chose à changer. Alors d'un côté, tu as la transparence totale, on va dire, en termes de barème. Par exemple, dans les banques, tu as des barèmes très clairs. Et là, c'est pas toujours très juste non plus, on le voit, puisque là, on va vraiment aller évaluer les compétences techniques. Or, parfois, il y a de nouveau les soft skills qui vont rentrer en ligne de compte. Et de l'autre côté, exactement, deux candidats vont être engagés pour la même fonction. Et l'un va être un meilleur négociateur, ou l'un va avoir... ça peut être totalement subjectif, pas uniquement femme-homme, mais de plein de critères différents, par plein de biais inconscients. L'un va gagner plus que l'autre, ça va se savoir. Et là, de nouveau, ça peut créer une frustration. Donc, oui, moi, je suis vraiment... Enfin, nous, par exemple, chez Gentis, c'est entièrement transparent. Tout le monde sait combien tout le monde gagne, pour éviter ce genre de comparaison. Ouais. Donc, on voit... La valeur, ça nous situe un peu sur un marché. Pour un produit, c'est quelque chose de très important aussi. On sait qu'un produit on a parfois envie de dire on va présenter quelque chose de pas cher parce que comme ça, les boîtes ont du budget pour nous l'acheter, assez simplement. Et en même temps, ça nous positionne en termes de valeur. Le prix, il veut dire quelque chose sur la qualité de ce qu'on va acheter, quoi. Ma grand-mère, elle disait, si tu payes des cacahuètes, tu reçois des cacahuètes. Exactement. L'analogie Quick ou 5 étoiles, c'est exactement la même chose d'un point de vue software ou service. Donc, tout dépend de ce qu'on appelle dans notre jargon de ton ICP. Quel est ton Ideal Customer Profile? Quels sont tes segments clients que tu vises et qu'est-ce que tu as envie de leur proposer? Après, je pense que tout ne doit pas non plus être toujours soit l'un, soit l'autre. Et il y a moyen de mettre en place, je pense, des stratégies qui permettent d'attaquer différents marchés. Après, on vous dira en conseil d'administration, au board, il faut choisir, et choisir, c'est renoncer. Et il faut être focalisé sur un segment client. Oui, je suis d'accord et je l'entends et je ne remets pas du tout ça en question parce que c'est vrai qu'au plus tu démultiplies tes canaux, au plus ça te demande de travail, d'énergie, etc. Après, en termes de positionnement et de valeur, en tout cas chez nous, on a commencé Price Impact et pour Give Me 5, c'est la même chose. On a envie que ce soit un outil qui puisse être utilisé par différents types de profils de société. Et donc, ce qu'on a mis en place, de manière vraiment complètement transparente, c'est qu'en fait, on a différents segments de tarification aussi. Donc, une petite start-up qui commence, qui a envie d'utiliser l'outil, elle va pouvoir se le permettre parce qu'elle aura une tarification qui est destinée à son type de segment client. Enfin, chez nous, en tout cas. Et après, il y a des plus grandes sociétés ou des scale-up qui utilisent aussi Give Me 5, qui vont avoir accès à d'autres types de features qu'on va activer parce que, vu que c'est des sociétés plus grandes, elles vont avoir besoin d'un autre type quand même de fonctionnalités. Et du coup, parce qu'elles ont aussi d'autres types de fonctionnalités, elles vont payer des licences plus chères. Donc, ce n'est pas parce qu'on a développé un produit ou une gamme de services qu'il faut forcément appliquer le même prix pour tout le monde. On peut, je pense, avoir une tarification très transparente parce que justement, chez Give Me 5, l'objectif avec l'outil, c'est qu'en fait, le prix, il est transparent pour la société qui veut acheter. Donc, il veut activer cette feature, il va directement voir quel prix il va payer. Il y aura différents termes d'engagement, de tarification, etc. Mais par contre, voilà, on veut que l'outil puisse être utilisé à la fois par des plus petites structures que des plus grands groupes. Et forcément, les petites structures n'ont pas les budgets des plus grands groupes. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a moyen de quand même être un peu plus flexible
mais c'est une question aussi, je pense, de valeur perçue. Et la valeur perçue dépend aussi du client qu'on a en face de nous. Il y a certains clients qui vont valoriser un aspect et d'autres clients qui vont valoriser un autre aspect. Et donc, ils vont être prêts à payer des choses différentes pour ces différents aspects. Et donc, c'est normal qu'ils ne payent pas spécialement le même prix pour la solution. Oui, la valeur perçue, exactement. Ça fait déjà plusieurs fois dans la conversation que tu utilises ce terme-là. C'est clair qu'il peut y avoir des divergences importantes aussi entre celui qui vend son produit et celui qui l'achète. On pense qu'on vend quelque chose, alors qu'en fait, celui qui achète, c'est autre chose dans le produit qu'il vient chercher, quoi. C'est ça, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir mesurer justement ça. Et de se rendre compte que parfois, surtout quand on développe son outil, on pense que cette feature-là, tout le monde va l'adorer. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils s'en foutent complètement de cette feature-là. Et du coup, ils ne sont pas du tout prêts à payer cet extra-là pour cette feature. Donc là, tu t'es planté. Donc, note à ceux qui développent un software, essayez de d'abord vendre votre feature avant même qu'elle soit développée. Comme ça, vous pouvez mesurer si ça vaut vraiment le coup ou pas. Mais donc oui, tout dépend de la personne qui regarde à cette fonctionnalité ou ce service. Et il va avoir un ressenti différent par rapport à ça, par rapport à son expérience, par rapport à ses besoins. Et donc c'est un élément qui revient tout le temps et qui est tout le temps au centre de nos conversations, que ce soit chez nous en interne, avec nos clients, c'est quelle est la valeur qu'on perçoit d'un service, ou même, on peut en revenir aussi, on parlait des packages, etc., des employés. Je pense qu'un aspect qui est hyper important au-delà du montant, c'est ce sentiment d'équité, de fairness. Et je pense que peut-être à partir du moment où l'équipe sait que les salaires sont justes, on est peut-être plus amène à rester dans son job et dans sa position, que peut-être gagner plus sa vie dans une autre boîte où on se dit que les salaires seront moins faits. Après, c'est moins mon domaine, mais je pense que personnellement, je préfère rester dans une société où je sais que je gagne un salaire qui est aligné par rapport à mes collègues, que d'aller dans une autre boîte où moi, je vais gagner plus que ce que je gagne maintenant, mais en fait, je gagnerai moins que les gens qui font la même chose que moi dans cette nouvelle société. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vois très clair, mais ça, on revient aux valeurs. Oui, c'est ça, aux valeurs et à la nécessité à long terme, en tout cas, de travailler dans des environnements qui sont en adéquation avec ces valeurs. Ouais. Cette idée de valeur perçue, toi, tu disais tantôt que tu challenges les entreprises qui cherchent des talents en leur disant, finalement, est-ce que c'est bien ça que vous cherchez ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? J'imagine que ça résonne aussi là-dedans, notamment, tu parlais des soft skills. Les entreprises, elles peuvent parfois avoir tendance à lister des hard skills dans leur job description, alors qu'en fait, c'est pas ça qui va faire la réussite du matching, quoi. Très régulièrement, des clients nous donnent une liste, comme tu dis, de toutes les skills techniques obligatoires qu'il faut avoir. Alors déjà, on essaye de faire une différence entre must have, nice to have, mais alors souvent ils disent non, mais on veut tout, typique mouton à 5 pattes. Mouton à 5 pattes. Et puis là, tu envoies un candidat, ou alors limite encore pire. T'as un candidat qui postule en direct et il l'engage. Et alors tu te dis, mais tu vois le CV, il n'a rien à voir avec les compétences techniques que nous, la liste que nous on a reçue n'est pas du tout appropriée, elle n'est pas du tout la même. Et puis là le client te dit, ah ouais non mais il était génial en entretien, super convaincant, top. Ok, mais donc il n'a pas les compétences techniques. Non, mais il va apprendre, il est génial. Ok, super. Donc, du coup, pourquoi nous, on s'est retrouvés à pédaler dans la semoule avec cette liste de compétences techniques ? Et donc là, aujourd'hui, on challenge vraiment sur qu'est-ce qui est obligatoire et en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quoi. Oui. Et donc, d'un côté, il va y avoir la valeur du candidat, qu'est-ce qu'il cherche, et de l'autre côté, il va y avoir la valeur de l'entreprise. La marque employeur, aujourd'hui, elle est ultra importante. Ta vitrine, ce que tu vas proposer au candidat, va être juste crucial dans le choix du candidat entre deux entreprises. L'entreprise où il a passé un bon entretien, il s'est senti bien, les personnes souriaient, les personnes disaient bonjour. C'est tout bête, hein, la marque employeur, c'est pas qu'on doit dépenser des 1000 et des 100. Hein. Juste bonjour et sourire, c'est déjà gagné à moitié. Une entreprise avec des bureaux sympas, flexibilité, voilà, tous des critères comme ça va augmenter la valeur de l'entreprise. Là où l'autre entreprise qui va proposer un job sans flexibilité,
des gens qui sont vraiment pas heureux d'être là et tu le vois dès que tu as mis un pied dedans, ou alors le gars en entretien qui joue le bad cup et qui te pose plein de questions un peu sournoises, hyper malaisantes, où tu te sens mal, tu sors de là et tu es là, Non, merci. je vais pas y aller. travailler Quoi. ici. Je vais pas y aller. Alors que c'était peut-être le job de tes rêves à la base. Donc la marque employeur va amener une valeur incroyable à l'entreprise. Et c'est ça aussi qu'on essaye d'apporter aux entreprises. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que tout à l'heure, je posais la question de, voilà, si moi, je vois un job qui me plaît, mais qui n'est pas hyper bien payé, est-ce que c'est une bonne idée d'y aller aussi ? En fait, clairement, on cherche tous, et c'est nécessaire d'avoir le compte en banque qui puisse payer les factures, etc. N'empêche qu'on cherche quand même tous, comme travailleurs au sens large, autre chose, une autre valeur. Alors, tu cherches le sens. Beaucoup vont chercher le sens à ce qu'ils sont en train de faire. Et ce n'est pas forcément un sens durable, écologique, éthique. C'est un sens qui fait sens pour toi. Mais au-delà de ça, je vais quand même t'avouer que dans le recrutement, 99% des gens ne vont pas accepter un salaire qui est inférieur à leur salaire actuel. Même si c'est un job qui fait sens. Et typiquement, on le voit avec les ONG avec lesquelles on travaille. Ouais. Des ONG, donc, à la base, où il y a vraiment un sens dans ton travail. Mais au final, le candidat, au début, sur papier, super intéressé. Puis dès qu'il entend le salaire, bon, finalement, il va peut-être aller travailler dans une grande boîte, un peu moins durable, mais où il y a quand même le salaire à la fin du mois, quoi. Donc, après, comme tu dis, il y a les valeurs très... là, tu parles des ONG, on est vraiment sur l'exemple... Oui. Mais une boîte où on fait attention à toi, où on te... toi, tu disais, chez toi, on fête toutes les fêtes, quelle que soit la religion, etc. J'imagine que ça doit quand même être des arguments qui, en tout cas, à long terme, comptent. Peut-être plus pour la rétention des talents que pour l'embauche. Mais on parle beaucoup du recrutement, mais aujourd'hui, l'enjeu numéro 1, c'est la rétention. Avant, nos parents faisaient des carrières de 15, 25, 30 ans, 40 dans la même boîte. Tu commençais et tu finissais au même endroit. Aujourd'hui, si tu as un candidat qui reste 2 ans, t'es content. Et donc, du coup, tu veux aller créer, en tout cas, Gentis veut créer ce futur durable où les personnes, en fait, peuvent évoluer en même temps qu'elles évoluent elles-mêmes au sein de l'entreprise, quoi. Forcément, quand tu commences, imaginons, tu es célibataire sans enfant, tes besoins ne sont pas les mêmes que quand tu deviens marié avec des enfants. Tu divorces, tu as encore d'autres besoins, garde alternée, il faut... Et donc, en fait, nous, c'est vraiment ça, c'est d'aller amener ce futur durable au sein de l'entreprise qui va évoluer avec toi dans ta vie au fur et à mesure, quoi. Et ça, tu travailles directement avec les entreprises sur ces... Et ça, j'aime beaucoup travailler là-dessus. Maintenant, de nouveau, il y a la théorie avec les départements RH où les départements RH veulent changer les choses. Et puis, tu as les indéboulonnables dans l'entreprise qui, eux, veulent rien bouger. Garde alternée par garde alternée, tu travailleras 5 jours sur 5. Enfin, voilà. Et on essaye de faire bouger les choses. Ça bouge de plus en plus. Mais ça reste encore... Ouais, ça, on en parlait sur le plateau précédent. Le Covid a quand même bien fait bouger les lignes sur ces questions-là. Beaucoup. Sur l'idée de flexibilité, la capacité du télétravail, etc. Mais aussi, finalement, un changement assez profond dans les entreprises, avec un management plutôt par objectif qu'un management par présence. Ça, c'est quand même un gros changement. Est-ce que ça aide justement à la rétention des talents, ça ? Il n'y a pas de réponse claire par rapport à ça, parce que je vais t'amener une autre dimension. La mise en place d'un télétravail à 100% a fait que la rétention a également beaucoup baissé, parce que les candidats, les employés en avaient marre d'être à la maison. Ouais, donc, c'est ce que j'allais dire, nous on l'a vécu... Nous, ils pleuraient pour revenir au bureau, quoi, par exemple. Nous aussi. Ouais, mais ça, nous aussi. Et donc, d'obliger maintenant... donc, tu dois vraiment trouver, en fait, comme dans la vie, trouver un juste milieu dans cette flexibilité, dans cette volonté d'amener une valeur. Donc, oui, pour répondre à ta question, le Covid a fait bouger beaucoup de choses, a amélioré avec le management par objectif, a amélioré la condition de vie, mais il y en a qui, de nouveau, ont un peu tiré sur des extrêmes de maintenant tu ne reviendras plus jamais au boulot, maintenant tu travailleras chez toi. On paye plus le loyer des bureaux, c'est quoi, allez hop, en plus on va sous-louer, encore mieux, tu vois, opération gagnante, et il y a un procès en cours pour des employés qui ont justement, qui poursuivent leur employeur en justice, parce que normalement, dans la loi belge encore aujourd'hui, il y a l'obligation de fournir un lieu de travail, que ce lieu de travail n'est plus fourni, et que eux veulent revenir au bureau, en fait.
Donc, voilà. On revient 30 secondes sur justement le fait de partager la vie privée et la vie professionnelle. Toi, qu'est-ce que tu retires de cette expérience de travailler avec ton conjoint, mari, je ne sais pas. Bah écoute, ce que j'en retire, ça va être très similaire à toi au final. Je pense qu'effectivement, vivre ça en couple est un vrai challenge au quotidien, mais par contre amène également beaucoup de facilité en termes de compréhension, en termes d'inspiration. Moi, c'est vraiment... alors, c'est un peu extrême, mais je pense que je suis peut-être sa muse et lui est peut-être un peu mon gourou. C'est-à-dire qu'il m'a tiré tellement vers le haut, à des niveaux auxquels j'aurais jamais espéré atteindre. Et là où on est arrivé aujourd'hui, et notre ambition, c'est parce qu'elle est commune, qu'elle est doublée. Et j'ai l'impression qu'on est tous les deux des grands rêveurs, mais en même temps, comme toi, on a vraiment des compétences totalement opposées. Moi, c'est vraiment le talent, le people. Tu peux m'appeler comme tu veux en titre de fonction, mais le chief of staff, si tu veux. Enfin voilà, moi, je vais m'occuper de toutes les équipes. Et lui, par contre, c'est vraiment le visionnaire, l'inspirationnel, quoi, le technique, le stratège, quoi. Donc c'est comme ça qu'on se complète. Peut-être quelque chose en termes de valeur, justement, d'être valorisé par quelqu'un avec qui on travaille dès la source, qui aide peut-être justement à se développer, à aller plus loin, à faire mieux, à essayer de ne pas regarder les heures de travail, parce que c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, faut pas commencer à compter, sinon... faut pas le faire en tarif horaire. Faut pas le faire en tarif horaire. Enfin, quoique, au bout d'un moment, ça... Mais non, c'est vrai que... c'est vrai que... Oui, on va pas regarder les heures, on va plutôt travailler ensemble. Attends, j'ai complètement perdu le fil de ce que je suis en train de dire. Parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais. Oui, il a plus confiance en moi que je n'ai confiance en moi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ça m'amène une stabilité, si tu veux. Parce que, alors je ne sais pas toi, mais c'est quand même typiquement féminin, d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Alors lui, il est en pleine confiance, lui, il est vraiment dans la zone. Ah ouais, non, mais il est au summum, quoi. Tu vois, il va arriver dans ses soirées réseautage, et nickel. Moi, je vais être à côté, tu vois. Wow, mais je me sens tellement nulle, tu vois. Et heureusement, lui, il va m'amener cette confiance que moi, je n'ai pas du tout. Donc là, c'est intéressant, surtout par rapport à nos différents plateaux, parce que finalement, c'est un peu ce qui revient, l'importance de la confiance en soi. Il y en a qui l'ont eu via l'éducation, et donc on en parle beaucoup ici. Éduquer les filles différemment, et les garçons aussi, du coup, parce que ça aussi. Et à travers différents canaux, et effectivement, partager sa vie avec quelqu'un qui a confiance en toi et qui te la donne et qui te valorise dans ton travail, surtout si vous le faites ensemble, je pense que c'est aussi une clé de réussite, quoi. Une des clés, en tout cas. Je pense que la confiance, il faut qu'elle soit là, sinon c'est juste pas possible de faire un pas après l'autre. Après, je pense que du coup, là, tu me fais prendre conscience que je pense qu'on se valorise peut-être pas assez, ou en tout cas, on se le dit pas de manière assez ouverte. On l'exprime pas, ouais, exactement. Et c'est vrai que plein de fois, quand il fait des choses et je me dis... waouh, là, il a déchiré, c'était trop bien placé, ou il a super bien négocié ça, ou quoi. Et en fait, c'est vrai que j'ai peut-être pas pris la peine de le dire. Et à l'inverse, peut-être sur d'autres sujets, il a dû se dire, en tout cas, j'espère, la même chose de moi. Et donc, c'est vrai qu'on devrait, en tout cas, nous, peut-être plus travailler sur cet aspect-là de communication, du fait que moi, je suis super fière de ce qu'on fait en couple, super fière de ce qu'on fait au boulot et à la maison, mais c'est vrai que on se le dit peut-être pas assez. Voilà, je vous propose parce que le temps file, de passer au piment. Donc vous avez devant vous de magnifiques petits piments découpés de mes blancs chemins. Magnifique. Magnifique petit piment. Oui, bon, moi, c'était pas créativité, tout ça, enfin bon, bref. Je vous propose d'en utiliser un pour inscrire une phrase qui vous a marqué dans votre parcours. Ça peut être une phrase négative ou positive, quelque chose que quelqu'un de votre entourage vous a dit, ou une grande citation à laquelle vous pensez le matin en vous réveillant, en vous regardant dans le miroir pour vous motiver. Voilà, quelque chose qui vous a marqué, qui a pimenté votre parcours professionnel. Prends congé, c'est ta boîte. Pas mal celle-là. Ah, j'en peux plus de cette phrase.
ça fait... Là, surtout, c'est des moments où on n'arrête pas de me dire « Ah, mais t'as l'air crevé, prends congé. Enfin, pourquoi tu prends moins congé? C'est ta boîte, tu peux décider, tu vois. » Ouais, je trouve pas non plus. Je trouve pas non plus. Ouais, enfin, je sais pas si c'est moi Quoi, qui dois c'est réagir l'idée ou que- si Oui, c'est oui. toi, du Non, coup, ouais. Explique-nous un Ouais, peu ouais, ce qu'il y a dans le derrière. contexte. C'est l'idée que comme c'est ta boîte, tu as plus de liberté de Ah, ce ben comme côté-là. c'est ma boîte, je peux prendre congé tout le temps, je choisis quand je travaille. Ouais, le mythe, Voilà, j'ai une équipe, pourquoi tu travailles encore enfin, Ouais, là, on Alors sent que- l'opposition de vision entre le salariat et l'entrepreneuriat. oui, bah, après, bon, c'est une phrase qu'on me dit fort dans ma famille. Après, moi, par contre, on vient pas du tout d'un milieu entrepreneuriat. Donc, en fait, je suis complètement un ovni et ma famille et mes proches ne comprennent absolument rien à ce qu'on fait au quotidien. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment un challenge pour moi et pour LD. C'est qu'on a l'impression de vivre dans un monde parallèle, complètement parallèle. Que ce soit mes frères et sœurs, ma maman ou quoi, je les aime de tout mon cœur, mais vraiment, ils sont très... Ils comprennent, enfin, ils n'ont pas conscience de ce qu'on est en train de vivre, je pense, avec Laurent. Et pour eux, on a notre boîte, donc c'est juste... c'est facile, en fait. On peut décider de tout, ça roule. Et non, vraiment... si on devait ouvrir les coulisses de notre vie, c'est compliqué. Enfin, on travaille non-stop, on travaille nos soirées, on travaille le week-end, on est vraiment à 1000% dedans et c'est dur. Alors oui, peut-être parce qu'on est tous les deux très fiers, peut-être qu'on renvoie cette image de c'est génial, tout va bien et on est encore en forme, mais non, c'est vraiment dur. Donc, quand on me dit prends congé, t'as l'air fatigué, c'est quand même pas compliqué. Ouais. Mais d'où peut-être l'intérêt de travailler justement. Là, il est dans la même boîte, donc mais avec quelqu'un qui comprend ses intérêts. c'est Mais ça. c'est pour ça, si on n'était pas à deux dans ce bateau, mais mon Dieu, déjà, j'aurais pas le courage de continuer, Ce je serait pense. ton conjoint qui te dirait Oui, prends voilà. congé, Non, c'est ta mais boîte, du hein. coup, alors soit j'arrête ma boîte ou soit je quitte mon conjoint, parce que tu peux pas vivre avec quelqu'un qui au quotidien te fait ce genre de remarques, quoi, je pense. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment des fois un monde entre les deux. Moi, les gens me disent tout le temps, mais c'est génial, tu fais tes horaires, tu fais ce que tu veux. Et vraiment, des fois, je me dis, mais vous Horaires, êtes je travaille tout le temps. vous êtes vraiment, vous êtes vraiment à l'ouest, les gars. C'est bizarre. Ah, je l'aime bien celle-là aussi. Moi. Je l'utilise souvent. Fake it until you make it. Ah oui. Elle est J'adore. Là, on déjà. parlait de confiance en soi, Ouais. parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, et aussi quand tu vends, en fait, de nouveau quand tu parles de valeur, si tu doutes dans ton service, si tu doutes en toi, mais surtout si tu vends du service comme nous, moi c'est ce que je dis toujours à mes consultants, si vous doutez de vous, le client va douter de vous, quoi. Donc à un moment donné, même si tu n'as pas confiance en toi, en fait, mets un masque, fais semblant, quoi, tu vois. Et donc du coup, ça, Acteur c'est- studio, posture, c'est parti. Let's go. c'est bon, il y a des moments où j'ai pas du tout confiance en moi et voilà, fake it, quoi, c'est bon, ça viendra avec le temps. Mais Ouais, c'est vrai. ça, c'est mon Je pense que tout entrepreneur doit appliquer ça au moins une fois dans sa vie, si pas Plusieurs tous les fois. jours. C'est clair. Bon, je vous propose de terminer cette émission tout doucement. On a l'habitude de lever notre verre à des femmes qui, dans notre parcours, nous ont inspiré, défilé un coup de pouce, ou bien, comme je disais, inspiré, ça peut être des personnes qui ont été dans notre entourage proche, mais aussi peut-être des rôles modèles un petit peu plus loin. Allez-y, on nous a cité des enfants, des figures historiques, des collègues. Vous pouvez vraiment aller dans la direction qui vous plaît. mais donc des femmes. Des femmes. Non, on a C'est la seule accepté un enfant. Un enfant. Une personne qui nous a dit « mon fils et ma fille ». Bon, alors on a accepté le fils parce qu'il y avait la Parce fille. qu'il y avait la fille et qu'elle pouvait pas dire seulement ma fille. Donc on a dit ok. C'était Moi, l'entorse. je dirais que. Alors, c'est vraiment. Je vais donner deux femmes, mais parce que tu as parlé de tout au long de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, ce serait pas Ouais. forcément ça. Je suis d'accord. Mais s'il y a deux femmes qui m'ont beaucoup marqué dans mon parcours entrepreneurial, tout d'abord, c'est Sheryl Sandberg, donc CEO de Facebook. Mhm. Et quand tu connais un petit peu sa vie, maman de 4 enfants, a perdu son mari très jeune. En même temps, à la tête de Facebook. Comme- Il n'y a pas plus à dire, je pense. Elle a un parcours qui, pour moi, en tant que femme, vraiment m'a beaucoup inspirée. Et sinon, en plus bateau, Michelle Obama est vraiment pour moi une C'était la mienne. figure emblématique. Parce que pour Ouais. moi, c'est
on dit toujours que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et en fait, elle représente, pour moi, elle a de la gueule, elle a du bagou. Et tu vois, je trouve que de toutes les femmes de président des États-Unis, c'est vraiment celle qui s'est imposée comme une image, mais tellement forte. C'est un couple président, c'est pas un président. Ouais. Oui. Et je suis aussi une grande admiratrice et clairement, elle a révolutionné la fonction aussi, quoi. Révolutionner la fonction, quoi. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire son livre, franchement, à lire parce que il est super inspirant. Vraiment. Il est dans la bibliothèque, mais pas encore lu. On va y aller. Il faut la cocher. Congé, tu peux, t'as ta boîte, t'auras le temps de lire le livre. Tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir. N'hésitez pas à commenter, partager, nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir.